Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce plateau spécial consacré aux soins de santé primaire. Le constat est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, à l'image du Sénégal, les SSP ne répondent pas aux besoins des populations. La faute en financement public insuffisant, son accès inégal et la qualité des services insatisfaisante. Dans cette émission, nous ferons l'état des lieux des soins de santé primaire au Sénégal, son financement et aussi ses perspectives. Et pour en parler, nous serons avec le docteur Serigne Mamadou Loum, coordinateur des cellules de soins de santé primaire à la Direction générale de la santé, Madame Tiane Gueye-Diao, coordinatrice de la cellule d'économie de la santé à la Direction de la planification, de la recherche et des statistiques, et Monsieur Amadou Kanouté, directeur exécutif de SICODEV Afrique, Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Alors, chers amis, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je commence avec vous, Monsieur Kanouté. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, M. Kanouté, de SICODEV, qui est là avec nous. À ma gauche, nous avons Madame Tiane Gueye-Diao. Elle est coordonnatrice de la cellule d'économie de la santé à la direction de la planification, de la recherche et des statistiques. Madame, bonsoir. Bonsoir. Et puis à l'extrême droite, nous avons le docteur Loum, qui est là, Serigne Mamadou Loum. Monsieur Loum, bonsoir. Bonsoir. Le docteur Mamadou Loum, rappelons-le, qui est le coordonnateur de la cellule des soins de santé primaire à la direction générale de la santé. Nous allons sans tarder rentrer dans le vif du sujet. Pour parler de ces soins de santé primaire au Sénégal. Monsieur Loum, c'est quoi exactement les soins de santé primaire? On en entend parler souvent, mais tout le monde ne comprend pas. Merci, M. Diao. Donc, permettez-moi tout juste vraiment de saluer mes co-débatteurs, M. Kanouté de SICODEV, Mme Diao, Adja Tiane Gueye. Aussi, permettez-moi aussi vraiment de transmettre toute notre reconnaissance à notre ministre de tutelle, le docteur Ibrahim Sy, qui nous a mandaté pour accompagner SICODEV. Aussi saluer vraiment tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la TFM. Donc tout juste pour revenir par rapport aux soins de santé primaire, c'est une stratégie qui a été adoptée en 1978 lors de la conférence de Alma-Ata, donc qui s'était tenue à Alma-Ata. Donc peut-être rappeler que les soins de santé primaire vraiment sont des soins essentiels, peut-être si on peut l'exprimer ainsi, qui reposent vraiment sur des méthodes et pratiques aussi universellement reconnues. C'est ça. Ici au Sénégal, qui assure sa coordination institutionnelle? La coordination institutionnelle au Sénégal assurée actuellement par la cellule des soins de santé primaire qu'on a créée depuis 2023, au mois de juillet 2023, avec le dernier décret portant organisation du ministère de la Santé. Donc peut-être maintenant, si on peut rappeler, peut-être dire qu'à l'époque, il y avait une division des soins de santé primaire dans les années 90. Donc cette division assurait la coordination jusqu'en 2012. Mais en 2012, on a supprimé cette division des soins de santé primaire pour créer une cellule de la santé communautaire, donc qui a existé depuis juillet 2023. Maintenant, en juillet 2023, on a créé cette cellule des soins de santé primaire au niveau du ministère de la Santé et qui est rattachée à la direction générale de la santé. Voilà. Les soins de santé primaire, M. Loum, c'est quoi exactement dans le contexte sénégalais? Dans le contexte sénégalais, les soins de santé primaire vraiment sont des soins qu'on doit délivrer au plus bas. Ce sont des soins qui doivent être accessibles à la communauté et en coût aussi que la communauté et le pays pourraient supporter avec une autoresponsabilisation des communautés. Ce qui veut dire, en plus clair, quand on quitte chez soi pour à la recherche de soins, on va directement dans une case de santé, dans un dispensaire, ces structures de proximité, c'est exactement ça.
Et sont les plus, au niveau du Sénégal, les soins de santé primaires, ça commence du niveau communautaire. C'est-à-dire même du site communautaire à la case jusqu'au niveau poste de santé, centre de santé. Rappelez aussi, on a les centres de santé de type 1 et les centres de santé de type 2. Les centres de santé de type 2 sont les centres de santé qui disposent d'un bloc opératoire. Mais aussi, on peut aussi étendre ça jusqu'au niveau des EPS de niveau 1. Voilà, et on dit que donc ces soins de santé primaire constituent la porte d'entrée pour la couverture universelle, sanitaire universelle au Sénégal. Ça veut dire quoi exactement? Et Ça constitue la porte d'entrée. Les soins de santé primaire, c'est la porte d'entrée. Je pense que même l'OMS a dit que les soins de santé constituent la pierre angulaire vraiment pour tendre vers la couverture sanitaire universelle. Voilà, donc c'est clair, on a campé le débat. Alors on va aller voir tout de suite un film sur les SSP qui, comme on l'a dit dans l'introduction, sous-financés par les pouvoirs publics au Sénégal, ce qui constitue un sérieux problème pour les populations qui assurent le plus gros du financement. Pour en savoir plus, suivons ce sujet qui revient entre autres sur les SSP, la problématique de son financement, avant de revenir sur le plateau. C'est parti. La santé est la première richesse humaine. Consciente de cela, Sycodev Afrique développe une stratégie de plaidoyer pour un financement plus conséquent des soins de santé primaires. Ces derniers sont considérés comme la porte d'entrée pour avancer vers la couverture sanitaire universelle et représentent le premier niveau de contact des communautés avec notre système de santé. Ils renvoient à des soins équitables auxquels les populations peuvent facilement avoir accès au niveau des cases, postes et centres de santé. Les composantes des soins de santé primaires sont entre autres la santé de la mère et de l'enfant, la planification familiale, la vaccination, le traitement des lésions courantes, les maladies non transmissibles, l'approvisionnement en eau, l'éducation à la santé. Selon les comptes de la santé, sur la période 2017-2021, l'État du Sénégal et ses démembrements ont financé les soins de santé primaires à hauteur de 65 milliards de francs CFA sur les 430 milliards de dépenses en santé, soit 15,2%. C'est insuffisant. Le directeur exécutif de Sycodev Afrique estime que l'État peut mieux faire. Selon les comptes de la santé, l'État contribue à hauteur de 15% aux soins de santé primaires, ce qui représente une somme très minime. Et quand on regarde d'ailleurs, ces 15%, ça va principalement à la gouvernance du secteur et à la coordination. Le directeur exécutif de Sycodev Afrique appelle à une meilleure organisation des différentes parties pour un financement adéquat et pérenne des soins de santé primaires. Meilleure contribution de l'État et de ses démembrements pour aller au-delà de ces 15% sur tout ce qui est requis pour un financement adéquat, un financement équitable, un financement pérenne, parce que les ménages ne peuvent pas aller au-delà des 55% qui leur pèsent comme un fardeau. La santé est le moteur de développement d'un pays. Sycodev exhorte ainsi toutes les parties prenantes à développer et à mettre en œuvre des stratégies robustes de mobilisation des ressources pour financer la santé avec plus d'équité et de justice. Voilà, Madame Diaw, quel est l'état de financement des SSP au Sénégal actuellement? Parce qu'on a eu un aperçu quand on a regardé le film. Oui, on a eu un aperçu parce que Sycodev a tenu compte des résultats des comptes de la santé que nous produisons donc, tous les 2 ans. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment remercier et féliciter Sycodev pour l'organisation de ces dialogues sur le financement de la santé. Donc au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Ibrahim Sy, aussi saluer mon directeur, Dr Babacar Gueye, qui est le directeur de la planification, de la recherche et des statistiques, mes collaborateurs, mon mari et mes enfants, et toutes celles ou ceux qui me reconnaîtront à travers ce petit écran.
Donc, avant d'entrer dans le détail de définition du financement des soins de santé primaire, je voulais apporter une petite clarification pour la couverture sanitaire universelle. Pourquoi les soins de santé primaire donc, constituent la porte d'entrée de la couverture sanitaire universelle? La couverture sanitaire universelle repose sur 3 objectifs. C'est d'améliorer l'offre de services en quantité, en qualité et en équité. Et quand on parle d'équité, on s'adresse au niveau opérationnel. Le deuxième objectif porte sur la protection du risque lié aux maladies. Donc, tout ce qui est risque est géré par l'assurance maladie, donc l'assurance maladie obligatoire, volontaire, sociale et autres. Donc, tous ces aspects sont coordonnés par la CNCSU, l'ICAMO et l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale et le Fonds de garantie. Le troisième objectif porte sur limiter les risques qui affectent la santé. Donc, quand on parle de limitation de ces risques-là, on s'adresse aux déterminants de la santé. Parce que la santé n'est pas simplement du domaine médical, donc il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Quand on parle de promotion de la santé, de prévention et de dépistage, on s'adresse aux autres déterminants. Donc il y a l'éducation nationale, parce que nous devons inclure dans le curriculum de base comment ne serait-ce que laver les mains pour éviter certaines maladies. Nous devons aussi travailler avec les forces armées. Les forces armées émargent dans le secteur de la santé. Donc la primature émerge parce que nous avons des programmes qui sont logés à la primature. Nous avons aussi le ministère de l'assainissement. Si on n'a pas d'assainissement, donc on ne peut pas avoir la santé. Donc la santé, elle est globale. Ce n'est pas simplement le fait de gérer la maladie, mais on doit gérer la santé. La prévention. La prévention, le dépistage. Parce que nous avons constaté qu'avec les résultats des comptes de la santé, que les ménages mettent beaucoup plus d'argent dans les maladies non transmissibles. Et ces maladies non transmissibles, comment on doit les combattre? C'est de faire la prévention, le dépistage à temps et la promotion de la santé. Donc, pour revenir sur les soins, le financement des soins de santé primaire, aujourd'hui, il y a un seul outil qui permet d'évaluer ce financement de la santé dans les pays. C'est un outil qui s'appelle Compte de la santé, qui utilise une méthodologie harmonisée, donc encadrée par l'Organisation mondiale pour la santé. Donc, nous pouvons nous comparer entre pays pour avoir tous les agrégats qui sont relatifs au financement de la santé. En 2017, de 2017 à 2021, nous avons fait une évaluation exhaustive des dépenses de santé. Et nous avons constaté que les soins de santé primaire sont sous-financés. Parce que la norme de l'OMS, c'est de mettre 1% du PIB donc, au financement des soins de santé primaire. Nous avons fait une évaluation de ces 1%. Ça tourne pour le PIB qui est projeté pour 2024. Nous avons trouvé 215 milliards. Alors que le budget du ministère de la Santé tourne autour de 265 milliards en 2024. Donc, c'est 215 milliards qu'on devait mettre dans les soins de santé primaire. Donc, ce qui n'est pas du tout, on n'a pas encore atteint ce taux-là. Parce qu'actuellement, 15% du budget donc, est géré par les soins de santé primaire. Et nous avons constaté que ce sont les ménages qui gèrent la majorité des dépenses qui sont liées aux soins de santé primaire. Et dans ces dépenses-là, la plupart donc, va dans le financement des maladies non transmissibles et l'achat de médicaments. Donc, d'où l'importance aujourd'hui de réfléchir sur comment inverser cette tendance. Comment faire pour que l'État, parce que l'État a l'obligation de garantir la santé des populations. Le ministère de la Santé a très compris cela, raison pour laquelle on a mis en place une cellule d'économie de la santé qui est en charge du suivi du financement de la santé au Sénégal et aussi l'élaboration de la stratégie nationale de financement de la santé. Voilà, on reviendra tout à l'heure sur le plaidoyer. Alors, Monsieur Kanouté, quelles sont ces contraintes à votre niveau pour un financement adéquat donc, aux soins de santé primaire au Sénégal? C'est cela notre propos. Notre propos, c'est de dire que le financement tel qu'il a été décrit aujourd'hui est déséquilibré. Alma Ata, comme l'a rappelé Dr Loum, demandait la participation communautaire. Mais aujourd'hui, quand on se base sur les chiffres qui sortent des comptes de la santé, on se rend compte qu'on ne parle plus de participation communautaire, mais là, on parle en fait de financement
communautaire, parce qu'à 55%, c'est les ménages, c'est les communautés qui contribuent au financement de la santé. Pratiquement 60%, parce que c'est 55,9%. C'est pratiquement à 60%. C'est presque 60%. Et alors, c'est là que nous disons qu'il y a un besoin de revenir à l'esprit de Alma-Ata et faire en sorte que les communautés puissent contribuer, mais que le fardeau ne repose pas sur les épaules des communautés. L'État, à travers les principes au niveau international comme Alma-Ata, dont ils sont partis, mais aussi à travers nos constitutions, disent que la santé, c'est un droit fondamental qui doit être garanti. Les États définissent les modèles et les mécanismes par lesquels ils veillent à ce que cela devienne un exercice dans lequel les communautés se retrouvent. Mais aujourd'hui, notre propos, c'est de dire comment inverser ça. Et Mme Diaw, tout à l'heure, fait bien de dire que les nouvelles autorités ont décidé d'aller vers la couverture sanitaire universelle qui repose d'abord principalement sur la prévention et qui repose aussi sur quelques composantes comme l'alimentation et la nutrition, comme l'eau, l'assainissement et l'hygiène, comme l'éducation à la santé, comme la lutte contre les maladies non transmissibles, diabète, hypertension, maladies respiratoires. Tout cela, si on veut aller vers la couverture sanitaire, l'opportunité est belle de recourir ou de retourner au SSP, aux soins de santé primaire, à travers la relance dont a parlé le docteur Loum, pour dire le Sénégal, avec une nouvelle autorité qui dit nous voulons aller vers la couverture sanitaire universelle, il est temps qu'on inverse et qu'on fasse en sorte que les communautés soient moins ceux qui financent la santé que l'État. C'est à l'État de mettre les ressources qu'il faut. Et justement, je vais interpeller Madame Diaw. Au début du mandat du nouveau président, quand on avait sorti les axes de priorité, on n'avait pas vu la santé et ça avait inquiété plus d'un, mais vous nous rassurez que la santé quand même est au cœur des préoccupations des nouvelles autorités. Et effectivement, la santé est au cœur, raison pour laquelle ils nous ont même demandé de revoir même la couverture maladie, la politique de couverture maladie universelle au Sénégal. Donc, nous sommes en train de travailler donc, sur ces questions-là. Nous sommes en train aussi de travailler sur comment orienter les ressources qu'il faut au niveau des soins de santé primaire, afin aussi d'assurer l'efficience dans l'utilisation des ressources. Parce que nous avons constaté qu'il y a du gaspillage. Donc, c'est l'OMS même qui a fait cette étude pour montrer que dans les pays africains, 40 à 60% des ressources du secteur de la santé sont gaspillées. Ça, c'est une étude de l'OMS. On peut être beaucoup plus efficient donc, en utilisant donc, les ressources donc, pour l'offre qu'il faut, pour les domaines qu'il faut. Et ça, nous sommes en train de travailler donc, pour vraiment sortir un document d'orientation et qui va permettre vraiment de donner des orientations donc, sur ces aspects. Donc, raison pour laquelle nous allons très bientôt élaborer une nouvelle stratégie de financement pour tendre vers la couverture sanitaire universelle. Encore une fois, la couverture sanitaire universelle repose sur les soins de base. Donc, si on finance les soins au niveau opérationnel, les hôpitaux qui sont au niveau tertiaire n'auront que un petit nombre de malades qu'ils pourront prendre en charge correctement, ce qui est attendu. Mais on ne veut pas que les gens quittent leur maison pour aller directement à l'hôpital. Parce qu'il y a des maladies qu'on peut gérer au niveau opérationnel, au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé. Mais la population ne comprend pas. D'où l'importance de beaucoup communiquer. La couverture sanitaire universelle, c'est la multisectorialité. Chaque département a son rôle à jouer. La communication, vous les journalistes, vous pouvez vraiment travailler pour nous aider à faire passer certains messages. C'est un peu l'inverse, le côté inverse de la CMU.
Non, c'est pas la... Bon, mais il y a une différence quand même. Non, il faut que je fasse cette clarification. Ouais. La couverture sanitaire universelle n'est pas la CMU. La CMU, c'est une modalité d'accès. La couverture sanitaire universelle, c'est plus global. Cette couverture repose sur 3 pieds. L'offre de services de santé de qualité, la protection du risque lié au financement des maladies et la prise en compte des déterminants de la santé. Ce sont ces 3 éléments qui composent la couverture sanitaire universelle. Et la CMU est au niveau du pilier numéro 2. Et ce pilier numéro 2 est partagé avec la couverture, l'agence de la CMU. J'ai parlé de l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire, l'IPRES, l'ICAMO, le fonds de garantie et les SAP. Ce sont Suno Assurance et AXA et autres. Excusez-moi, j'ai fait de la publicité. Mais ce sont des sociétés d'assurance privées qui jouent le rôle dans la couverture maladie universelle. Donc, c'est une modalité d'accès à la couverture sanitaire universelle. Et nous devons vraiment réfléchir parce que nous ne devons pas laisser personne en rade. La couverture sanitaire universelle veut dire ne laisser personne en rade. Nous devons avoir un bon ciblage. Un ciblage, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a une politique d'assistance médicale, c'est la gratuité. Nous devons cibler les bonnes personnes. Ça veut dire que les groupes vulnérables, on doit les cibler. Moi, je suis déjà dans un régime de couverture. Je ne dois pas bénéficier de la césarienne. Mon enfant ne doit pas bénéficier aussi de la gratuité 0,5 ans. Aujourd'hui, si on arrive à régler ce problème de ciblage, donc tous les groupes vulnérables pourront bénéficier correctement de cette couverture maladie universelle encore. Okay. C'est la couverture maladie universelle. Ce n'est pas la CSU. La CSU, elle est globale. Sans offre de services de santé, on ne peut pas avoir de couverture sanitaire universelle. Sans l'intégration des déterminants de la santé, on ne peut pas parler de couverture sanitaire universelle. Sans protection du risque lié à la maladie, on ne peut pas parler aussi de couverture sanitaire universelle. Donc, elle est globale et la population doit comprendre que la CSU, c'est un tout, c'est vraiment ces 3 piliers qui composent la CSU. Voilà, docteur, ce qu'elle vient d'expliquer, donc, quelque part, ça explique la pertinence de la relance des SSP au Sénégal actuellement. Oui, effectivement, c'est ça qui explique la pertinence actuellement de la relance des soins de santé primaire. Comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est en 2018, quand on célébrait les 40 ans des soins de santé primaire à Astana, que les États vraiment dit que maintenant, il faut vraiment relancer les soins de santé primaire. Donc maintenant, cette relance aussi, peut-être je ne l'ai pas rappelé au début, mais les soins de santé primaire reposaient sur 8 composantes. Donc maintenant, à Astana, ils ont ajouté aussi 4 besoins supplémentaires, à savoir les maladies non transmissibles, à savoir la santé mentale, les soins palliatifs, et la prise en charge des personnes âgées. Là, je pense que maintenant, c'est ça vraiment que reposent maintenant les soins de santé primaire. Donc actuellement, vraiment, les autorités sont des engagements qui ont été pris par les autorités, par les gouvernements. Actuellement, le Sénat aussi n'est pas en reste et nous sommes aussi dans la relance des soins de santé primaire. Voilà. Monsieur Kanouté, comment expliquer donc que ces soins soient financés qu'à hauteur de 15% par le gouvernement, 15%? Je pense que c'est très en deçà des espérances. Très en deçà. Très en deçà, on l'a dit tout à l'heure, l'OMS fait la recommandation de dire que les États doivent mettre au moins 1% de leur PIB, leur richesse totale, 1% dans les soins de santé. Alors, quand on considère le cas du Sénégal, si on prend les comptes de la santé, on se rend compte que l'État a mis en 2017-2021, l'État a mis 65 milliards. Ces 65 milliards équivalent aux 15% dont on a parlé. Très loin de ce que devrait être la contribution à la santé qui devrait être 215 milliards si on considère le PIB total de l'État du Sénégal en 2024. Vous voyez toute la différence. C'est pourquoi nous disons que c'est très peu. Et donc, notre propos, c'est de dire, augmentez. Essayez au moins de vous aligner sur la recommandation de l'OMS. 2, soyez plus efficaces dans l'utilisation des ressources affectées à la santé. Soyez plus efficients dans cette utilisation-là.
Et si on a ces 3 niveaux, plus d'efficacité, qu'on dise, voilà ce que nous voulons soigner, voilà le problème que nous avons identifié et voilà la solution. Et cette solution, on veut qu'elle soit efficace, c'est-à-dire qu'elle résolve le problème. Efficience, c'est de dire, nous avons la possibilité de faire ça de manière économe, donc l'argent est utilisé de manière efficiente. Mais enfin, c'est de dire, il faut plus de transparence dans la manière dont les ressources affectées à la santé sont utilisées. Alors, si on a ces 3 éléments du côté de l'État, plus le fait qu'ils augmentent, plus ce qu'ils mettent dans les dépenses courantes, alors nous pouvons espérer aller vers un meilleur financement des soins de santé primaires à la base. Et c'est ce que disait Dr Loum. Il faut que ce soit à la base, case, poste, centre de santé. Si on le fait, qu'on ait des médecins carrément dans les postes de santé, qu'on fasse en sorte que la majeure partie des maladies puissent être gérées à ce niveau déjà. Le système de référence contre référence va jouer en ce moment parce qu'on aura évité l'engorgement qu'on est en train de créer au niveau supérieur de la pyramide. Et c'est ça l'avantage d'un bon financement des soins de santé primaires. Ça fait que les gens n'auront pas à aller dans les régions pour aller dans un hôpital pour des maladies qui autrement auraient pu être gérées au niveau de la base de la pyramide sanitaire. C'est tout le développement, c'est à partir de là. Quand ces personnes, à la base, les communautés à la base, et c'est ça l'esprit de Alma-Ata et de Astana, faire en sorte que les populations, là où elles habitent, autour d'eux, elles puissent accéder à des soins de santé quand elles en ont besoin et de qualité. Faisons en sorte qu'il y ait de bons plateaux techniques dans les postes centres de santé. Faisons en sorte qu'il y ait, en plus des infirmiers, qu'il y ait des médecins à la base, à ces niveaux-là. Vous allez voir que nous allons diminuer toute la pression qui est mise sur le haut de la pyramide sanitaire. Et c'est là le développement. Mais Madame Diaw, pourquoi ces 15%? Est-ce que les pouvoirs publics, en un moment donné, ont eu des problèmes de priorité? C'est une volonté politique qui fait qu'on n'a pas encore dépassé ce seuil en termes de financement, ou bien? Pourtant, les pouvoirs publics s'intéressent beaucoup à la santé de base, raison pour laquelle même dans notre ministère, nous avons un programme spécifique qui s'appelle santé de base, donc dans les documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Donc peut-être qu'à un certain niveau, que le maillage ou bien la carte sanitaire qui n'était pas actualisée nous a permis aujourd'hui d'avoir les normes qu'il faut de construction de postes de santé, centres de santé. Donc peut-être que c'est ça qui nous a permis d'avoir ces éléments de budget. Mais quand même, l'État vraiment s'intéresse beaucoup à la santé de base. Donc, pour ce qui est en perspective, nous avons même lancé le processus d'élaboration d'une nouvelle stratégie de financement. Et cette nouvelle stratégie va nous permettre d'intégrer plus les aspects sur la mobilisation des ressources pour les soins de santé primaires. Puisque l'État a érigé la cellule santé communautaire en division, en cellule de soins de santé primaire. Cette cellule de soins de santé primaire qui est en train d'élaborer son plan de relance. Si le plan de relance va être financé, c'est sûr que le budget va être relevé pour les soins de santé primaire. Et on a mis une cellule d'économie de la santé pour permettre vraiment de faire le suivi donc de la mise en œuvre donc de toutes les politiques qui sont liées au financement de la santé. Et justement, il y a un facteur que vous avez soulevé tous les deux, c'est le problème de gestion. Vous avez parlé tout à l'heure de gaspillage, Dr Kanouté aussi a parlé souvent de fonds mal gérés, mais c'est quoi le problème? Ce sont les ressources humaines qui ne sont pas à la hauteur
Ou bien, comment solutionner Ça, c'était une enquête de l'OMS. L'OMS a sorti ses résultats. Mais au Sénégal, nous avons un dispositif aujourd'hui qui permet d'évaluer l'inefficience donc, dans l'utilisation des ressources du secteur de la santé. Dans chaque secteur, nous avons ces problèmes de gaspillage et d'inefficience. Mais si nous voulons tendre vers la couverture, parce que la couverture sanitaire universelle, c'est un idéal. Si nous voulons tendre vers la couverture sanitaire universelle, nous devons régler 3 problèmes. La mobilisation des ressources domestiques, parce que nous ne devons pas dépendre de l'extérieur voilà, pour financer la santé. Donc, les ressources domestiques ne se limitent pas simplement aux ressources endogènes. C'est les ressources, c'est l'État qui doit mettre beaucoup plus d'argent dans les soins de santé primaires. Nous devons aussi, à travers les collectivités territoriales, parce que les collectivités territoriales, la santé est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Donc, eux, ils sont au niveau déconcentré, au niveau de la base. C'est les collectivités qui aident les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux. Donc, eux aussi, ils doivent vraiment mettre quelque chose, beaucoup plus d'argent dans les activités de soins de santé primaires. Le secteur privé national. Le secteur privé national est important parce qu'on les laisse toujours en rade. Donc, à travers la responsabilité sociétale d'entreprise, ce secteur peut aussi contribuer au financement des soins de santé primaires. Parce que nous avons des entreprises qui sont implantées dans les districts. Et ces entreprises peuvent faire quelque chose pour le secteur de la santé. Mais tout ça, si c'est mal géré, ça n'a pas... non, on ne peut pas dire mal géré, parce que nous avons un système de contrôle au niveau du ministère de la Santé. Donc chaque district est doté de comptables, de gestionnaires, et nous respectons les procédures de l'État. Il y a un deuxième point que nous devons régler. Si on veut vraiment gérer ce financement, nous devons abolir ou bien diminuer le paiement direct. Parce que les ménages va au niveau des postes de santé, des centres de santé, ou bien au niveau des cliniques et cabinets pour acheter un ticket. Nous voulons que chaque ménage passe par un dispositif assurantiel, donc pour se prendre en charge, pour éviter de tomber dans les dépenses catastrophiques en santé. Et le troisième point porte sur l'efficience. L'efficience dans l'utilisation des ressources du ministère du secteur de la santé. L'efficience veut dire coût-qualité. Nous devons vraiment utiliser donc, ce paradigme, coût-qualité dans l'utilisation des ressources du secteur de la santé. Et là, nous sommes en train de travailler sur un document cadre de l'achat stratégique. Donc tout achat doit être assujetti à des performances. Et si on arrive vraiment à adopter ce document, ça va nous permettre vraiment de motiver le personnel, de relever les plateaux techniques au niveau des postes de santé et hôpitaux. Et ça va permettre vraiment de gérer équitablement donc, l'argent qui est versé dans le secteur de la santé. Alors, docteur, vous qui êtes souvent sur le terrain, en plein contact avec les malades, vous voyez au quotidien les problèmes et vous pensez qu'un financement de qualité pourrait régler tous ces problèmes-là? Et effectivement, le financement est là, mais aussi vraiment si on peut renforcer le financement. Parce qu'au niveau opérationnel, vraiment par rapport à la relance des soins de santé primaire, ça nécessite vraiment beaucoup de ressources. Donc je peux citer, parce que l'idéal, c'est d'améliorer l'accessibilité à des soins de santé de qualité, intégrés, complets, mais aussi qui est centré sur le patient. Donc c'est ça vraiment qu'on veut tendre. Mais à ce titre, je pense que vraiment, il serait bon aussi. Maintenant, pour atteindre ça aussi, vraiment, il faut renforcer les capacités des ressources humaines, les capacités du personnel. Il faut aussi améliorer l'accessibilité. Aussi, prodiguer vraiment des soins de qualité. Mais aussi, il ne faut pas occulter aussi la disponibilité des médicaments et produits essentiels au niveau de toutes les structures de santé. Là, je pense que vraiment, maintenant, si on arrive à améliorer l'accessibilité, là, je pense qu'il y aura plusieurs actions à mener. Pourquoi pas la décentralisation de l'offre de soins jusqu'au niveau communautaire. Parce que jusqu'à présent, le conseil est là, il y a certaines spécialités. L'offre, c'est uniquement au niveau des EPS. Je pense aussi qu'il serait bon vraiment qu'on commence à décentraliser l'offre de services, d'abord au niveau des centres de santé, voire postes, et voire même jusqu'au niveau communautaire. Alors, M. Kanouté, à côté aussi, il y a les partenaires techniques et financiers. Est-ce que de leur côté, ils ont une exigence pour mettre les sous qu'il faut pour que le travail puisse faire et comment est-ce qu'on peut augmenter ou bien faire augmenter leur contribution? Augmenter leur contribution, oui, si c'est possible, mais je crois que, en tout cas, dans les instances internationales,
les pays s'accordent à dire qu'il faut qu'on mette au moins, les pays développés s'accordent à dire qu'il faut qu'on mette au moins 0,7% de leur PIB dans l'aide publique au développement. Et dans cela, évidemment, il y a la santé qui est une priorité. D'autant plus qu'aujourd'hui, tous ces pays et les institutions internationales sont d'accord à dire qu'il faut investir dans la santé. Il faut investir dans l'éducation. Ce qui, il y a 10, 15 ans auparavant, n'était pas l'orientation pour le financement du développement. On disait que le financement du développement devait venir du secteur privé. Aujourd'hui, c'est l'État, dans son rôle régalien, doit pouvoir financer ces services qui étaient identifiés comme des services sociaux. Alors, mais ce qui est intéressant par contre, les nouvelles autorités disent qu'il nous faut aller vers la souveraineté, souveraineté économique, souveraineté pharmaceutique, médicinale, sanitaire. Et pour ça, c'est l'idée de la mobilisation des ressources domestiques. Mais avant les ressources domestiques, les PTF, c'est 23,9, pratiquement 24%. On en fait comment? On ne peut pas se passer de ce budget, de cet argent. Oui, on ne peut pas se passer des PTF, vraiment, qui nous appuient. Mais quand même, l'État doit faire des efforts. Donc, pour surpasser ce que les PTF sont en train de faire au Sénégal. Donc, raison pour laquelle on insiste pour que l'État augmente sa participation dans le financement de la santé. Parce que à Abuja, tous les pays de l'UEMOA avaient pris l'engagement d'atteindre les 15%. Donc, ils doivent mettre 15% de leur budget à la santé. Et le Sénégal est à 9,4%. Et nous nous comparons toujours avec d'autres pays. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint l'objectif d'Abuja, les 15%. Nous n'avons pas aussi atteint l'objectif de l'OMS par rapport au 1% du PIB pour les soins de santé primaire. Donc, nous devons toujours faire le plaidoyer auprès du gouvernement, du ministère des Finances qui donne les enveloppes pour qu'on augmente le budget de la santé. Et le budget de la santé, ce n'est pas le budget du ministère de la Santé. Il est à combien en ce moment? 263 milliards. Non, le budget du ministère de la Santé, 263 milliards. En termes de pourcentage par rapport... 9,4%. 9,4%. Oui, 9,4%. Il y a un moment, pour l'éducation, on parlait de 40%. Voilà. Donc, nous devons faire le plaidoyer pour que la santé puisse atteindre ses 15% d'Abuja. Et aussi nous permettre d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Atteindre la couverture sanitaire universelle, c'est financer les soins de santé primaire à hauteur de 1% du PIB. Et je sais que c'est possible. Le nouveau gouvernement est engagé donc, en nous demandant d'élaborer une stratégie de financement pour vraiment avoir des orientations dans le but d'atteindre ces 1% du PIB et ces 15% d'Abuja. Mais là, c'est sûr, c'est une vision, c'est un idéal. Donc nous, on tend vers la couverture sanitaire universelle. Et il y a des indicateurs aujourd'hui qui nous permettent vraiment de mesurer donc, ce degré d'atteinte vers la couverture sanitaire universelle. Monsieur Kanouté, il y a les mécanismes endogènes de financement de la santé. Je pense que qui ont fait leur preuve dans certaines localités. Tout à l'heure, vous parliez de souverainisme. Je pense que ce sont des exemples qui peuvent faire tache d'huile. Mais écoutez, le problème, c'est que avec 55% de financement par les ménages, on ne peut pas leur demander plus. Mais il faut élargir l'assiette. On ne peut pas leur demander plus. Et donc, si on considère que nos ménages, c'est généralement au moins une dizaine de personnes, et que parmi cette dizaine de personnes, peut-être qu'il n'y en aura que 4 qui travaillent, qui sont employés, et qui donc prennent en charge les frais et de santé, et d'écolage, et d'habillement, d'alimentation, on se rend compte que très vite, ça n'est pas pérenne de continuer à espérer que ces 4 personnes peuvent continuer à financer des frais de santé à hauteur de 55%. Donc, l'idée pour nous, c'est de dire pourquoi on n'imagine pas des mécanismes qui permettent à ce que la famille, mais la communauté,
puisse prendre en charge les frais de santé. Au lieu que ce soit 4 personnes dans un ménage, on cible la communauté à travers les formes d'organisation que ces communautés-là ont mises en place pour pouvoir faire face à leurs besoins sociaux. Et alors, mais on se rend compte qu'il y a des réussites extraordinaires. Il faut avoir des exemples. J'aime citer l'exemple de Keur Mamat Mbayane, où le seul village au Sénégal à avoir atteint 100% de couverture maladie universelle, où chacun des habitants de ce village détient sa carte de CMU, sa carte de mutuelle, et peut se soigner sans attendre d'être aidé par un parent qui est à l'extérieur, ou alors sans risque de tomber dans les dépenses Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait? C'est tout simplement le chef de village qui a décidé de prendre un champ et de mettre ça à la disposition de la communauté en leur disant: consacrez à ce champ 1 heure ou 2 heures de votre temps, et tout ce qui en sortira comme récolte vendue va nous permettre de faire en sorte que vous puissiez cotiser et adhérer aux mutuelles de santé. Tout le village, aujourd'hui, est couvert contre le risque maladie. Il en est de même dans notre village, dans le Kédougou, Noumou, où c'est la même chose. Ils ont été très clairs, les gens dans le Kédougou, en disant: il y a une pauvreté monétaire dans notre zone. Par contre, nous avons des produits locaux que nous pouvons mettre à la disposition comme notre contribution. Mais il fallait réfléchir à est-ce que c'est possible techniquement. En travaillant avec l'agence de la couverture maladie universelle, devenue aujourd'hui CNCSU, en travaillant avec les maires, les autorités administratives, les chefs de village, on a réussi à créer un mécanisme où ces gens produisent, utilisent ces produits locaux, remettent ça à la chambre de commerce qui aide avec l'appui du service régional pour vendre ces produits et permettre à ces communautés de pouvoir accéder aux soins de santé. Noumou est le second village au Sénégal à avoir atteint 100% de couverture maladie. Ça permet d'alléger le fardeau des 55% qui pèsent sur les familles. C'est des mécanismes comme ça qu'il nous faut envisager. À côté de l'efficience dans l'utilisation des ressources par l'État, à côté de l'appui que nous continuons à solliciter des partenaires techniques et financiers, à côté de l'appui à travers la responsabilité sociétale des entreprises, si nous mettons ensemble tous ces mécanismes, alors on peut espérer avoir un financement beaucoup plus adéquat, plus juste et donc plus pérenne. Voilà, concernant ce mécanisme endogène de financement, comment est-ce que c'est les seuls disponibles, ou bien on peut activer d'autres leviers, permettre à d'autres de s'en inspirer ou bien de faire autre chose de ce genre? Oui, nous sommes en train de réfléchir sur l'assurance maladie obligatoire de façon intelligente. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un permis de conduire, on vous demande quoi? Un groupage sanguin. Un groupe sanguin. On vous demande aussi un certificat médical pour les yeux et autres. De la même façon aussi, on peut demander une carte d'adhésion à un dispositif assurantiel. Si vous voulez avoir un casier judiciaire, on peut vous demander, en plus des papiers, donc la carte d'adhésion. Donc, de façon intelligente, nous pouvons vraiment assurer tous les Sénégalais. C'est la piste là qu'on a trouvée, vraiment pour permettre à tous les Sénégalais donc d'être dans un dispositif de couverture maladie universelle. Sans cela, nous ne pouvons pas régler le problème des paiements directs. Ce sera toujours un fardeau pour les ménages vulnérables. Mais quand même avec la question du ciblage, parce que la CNSU est en train de travailler, de se réformer, pour revoir même le ciblage. La CNSU est devenue maintenant une caisse. Ils ont mis en place un système intégré de gestion, donc de l'assurance maladie universelle. Et chaque adhérent doit avoir une carte d'immatriculation. Donc cette immatriculation va permettre de mieux gérer le ciblage pour que ces groupes vulnérables
puissent bénéficier donc de ces soins. De ces soins. Pour revenir à ces exemples que M. Kanouté a cités tout à l'heure, vous, au niveau du ministère de la Santé, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vulgariser ces exemples de réussite pour que les autres puissent voir cela et s'en inspirer? Oui, bien sûr, mais entre-temps... Il y a une campagne de communication derrière, oui, avec de l'argent aussi à injecter. La CSU, c'est un tout, c'est un tout. Donc, c'est l'assurance maladie, c'est l'offre de services de santé, c'est les déterminants. Le ministère de la Santé, je peux dire que ne gère pas l'assurance maladie, bien qu'il y a un pan qui reste toujours. Parce que nous avons une direction de l'action médico-sociale qui gère tout ce qui est assistance médicale. Mais l'agence est détachée, elle n'est plus au ministère de la Santé. L'agence dépend maintenant du ministère des Solidarités donc, et des Femmes. Mais dans tous les cas, on ne peut pas faire une demande de soins sans passer par l'offre. Nous sommes obligés de travailler ensemble. Parce que ceux qui adhèrent dans les mutuelles de santé ou bien dans d'autres dispositifs, on doit venir au niveau des postes de santé, centres de santé pour avoir des soins. Donc nous devons travailler ensemble, nous devons aussi faire tout pour faire des communications. Et ça, je pense que... on parle de finance, d'institutionnaliser ces mécanismes endogènes. Mais quand même, c'est la société civile qui doit jouer ce rôle de veille et d'alerte. Et nous, on vient en appui. C'est vous, hein. Voilà, nous, on vient en appui. Et nous, on travaille en étroite collaboration avec vraiment SICODEV. Donc, sur vraiment le suivi des engagements, donc des partenaires techniques, donc des ONG, des collectivités territoriales. Donc, ils nous appuient beaucoup. Donc, c'est un travail que nous devons vraiment faire ensemble. Mais eux, ils ont ce rôle-là de communiquer sur ce que le ministère est en train de faire sur le financement de la santé et ce que aussi l'Agence sénégalaise pour la couverture sanitaire universelle est en train de faire pour faire tout pour qu'il y ait vraiment un dispositif adéquat, accessible donc aux groupes vulnérables. Voilà, docteur, il faut donc promouvoir ces mécanismes de financement endogènes pour élargir l'assiette en quelque sorte. Oui, effectivement, il faut vraiment promouvoir ces mécanismes de financement endogènes. Parce que comme Mme Tiane l'a expliqué, vraiment, il faut vraiment qu'on y mette l'accent sur ça. Mais aussi, permettez-moi de revenir, surtout par rapport aux soins de santé primaire. Là aussi, il faut dire que vraiment, tout à l'heure, M. Kanouté a parlé, même au niveau des postes de santé, on doit mettre des médecins. Là, c'est idéal. Mais ça, au Sénégal, je pense qu'on n'a pas encore assez de médecins, ni assez de médecins spécialistes vraiment pour les mettre au niveau des postes de santé. Donc, je pense que maintenant, la réflexion, c'est essayer de voir maintenant comment organiser des stratégies avancées. Peut-être un médecin spécialiste ou bien un médecin généraliste peut se déplacer dans des postes de santé. Parce que dans chaque district, il y a un réseau de postes de santé. Le médecin peut se déplacer un jour dans la semaine, aller dans un poste de santé. Maintenant, le poste de santé qui polarise peut-être, qui est le mieux placé pour couvrir tous les autres dépenses. Et maintenant, les patients vont se regrouper là-bas. Là, vraiment, c'est la vision qu'on a, c'est de faire vraiment décentraliser l'offre de soins, vraiment jusqu'au niveau, jusqu'au plus bas de la pyramide sanitaire. Voilà, je pense qu'il nous reste une dizaine de minutes. On va tout à l'heure parler de l'apport des collectivités territoriales. Mais avant, il y a aussi la RSE. Ces sociétés aussi qui sont là, qui font des chiffres d'affaires énormes des fois. Je pense que ce serait bien aussi de tout faire pour les inciter à mettre davantage d'argent dans cette affaire de SSP. Écoutez, la RSE, quoi qu'on dise, on n'a pas toujours toute l'information sur la RSE. Les vrais chiffres aussi, c'est vrai. S'il vous plaît? Les vrais chiffres. Et vous voyez, ce dont j'ai une bonne connaissance, c'est que dans une zone comme Kédougou, une zone potentiellement avec des richesses extraordinaires, les ressources minières qu'il y a là. Mais nous avons comme un îlot de richesse entouré d'une pauvreté monétaire, d'une pauvreté qui est extraordinaire, que l'on sent, que l'on peut toucher. Et alors, je sais qu'il y a quelques 3-4 ans, nous avons mené une étude dans cette zone sur comment financer la santé dans une zone d'extraction minière. En parlant aux industries extractives, elles nous ont montré leur bilan en nous disant, regardez bien, M. Kanouté,
nous mettons autant dans la RSE, mais on a des difficultés à en percevoir l'impact. Et elles nous disent, nos actionnaires, quand ils entendent qu'il y a des jeunes qui se sont levés dans telle zone et sont en train de riposter contre la présence de ces multinationales, ben, ils ont des difficultés à comprendre de quoi il s'agit quand on regarde la ligne dans notre bilan en termes de RSE. Donc il y a peut-être là un problème d'efficacité et d'efficience dans l'utilisation de cela. Et alors, en ce moment, ce que nous avions fait, c'était de mettre toutes les parties prenantes ensemble et de dire comment pouvons-nous financer de manière adéquate la santé dans cette zone. Les industries minières étaient présentes, les collectivités territoriales étaient là, les communautés, femmes, jeunes étaient là. Les collectivités territoriales étaient là, mais ils en sont arrivés à l'idée de mettre en place ce qu'ils ont appelé les partenariats stratégiques, où au début de l'année, on définit les besoins en santé. Et chacune des parties, État, collectivité territoriale, communauté, industrie, tout le monde dit, voilà ce que nous pouvons contribuer. Mais ce qu'ils ont dit, il nous faut une gestion tripartite qui permette d'assurer la transparence et l'efficacité dans l'utilisation de ces ressources. On se rend compte que parfois c'est très difficile. D'où cette gestion dont on parlait tout à l'heure. Donc la RSE, oui, mais qu'on s'assure que nous mettons en place les mécanismes de suivi, de transparence budgétaire qui permettent une utilisation efficace et adéquate, où les populations peuvent dire oui, nous nous retrouvons dans cela. Si vous permettez, je voudrais revenir sur un aspect par rapport à l'offre et la demande. Pratiquement épuisé, voilà. Vas-y. Très bien. Alors, le risque que nous courons, si nous réussissons à faire en sorte que les communautés adhèrent aux mutuelles de santé, le risque que je vois venir, c'est qu'on aura une demande qui va être supérieure à une offre si le côté offre dont parlait tout à l'heure Mme Diaw n'est pas vraiment développé. Et alors, à partir de ce moment, notre propos, c'est de dire, pendant que nous poussons pour que les communautés adhèrent aux mutuelles de santé, pendant que nous mettons en place tous ces mécanismes qui permettent aux communautés d'adhérer aux mutuelles de santé, il faut que le côté offre, le plateau technique, le personnel, tout cela soit développé de manière à ce qu'il y ait cet équilibre-là. Sinon, nous allons nous retrouver dans une situation toujours de déséquilibre. Absolument. Alors Madame Diaw, on parlait également de la faible contribution des collectivités territoriales au financement des soins de santé primaire. Alors, quelles sont les contraintes identifiées par rapport à cette question? Oui, la santé est une des compétences transférées aux collectivités territoriales. Donc, elles reçoivent des fonds de l'État, donc il y a les fonds de dotation pour les 9 compétences transférées, donc le PACASEN qui est un fonds d'équipement et beaucoup de fonds pour les 9 compétences transférées. Mais nous ne sommes pas obligés de dire que la collectivité mettait ça dans le secteur de la santé, parce que puisqu'elles ont 9 compétences, donc en début d'année, ils votent le budget pour dire que moi, en tant que collectivité territoriale, c'est ça ma priorité. Il y en a qui ne mettent pas d'argent dans la santé pour dire qu'il y a d'autres priorités dans le secteur. Mais nous avons organisé en 2017 un forum pour la mobilisation des ressources. Et les collectivités territoriales avaient pris l'engagement d'accompagner, de vraiment financer sur ressources propres la santé et de libérer à temps les fonds de dotation. Parce qu'avant, les acteurs du système de la santé se plaignaient donc sur le retard de mobilisation de ces fonds de dotation. Mais l'acte 3 de la décentralisation leur confère donc ce rôle-là. Ils ont 9 compétences, donc c'est à eux de choisir
donc la priorité par rapport à la collectivité Mais souvent, territoriale. ces collectivités territoriales vous disent que l'argent qu'on reçoit de l'État est insuffisant. Et insuffisant. L'argent, nous-mêmes, nous avons fait le plaidoyer dans un document de suivi des engagements pour dire que l'argent est insuffisant. Il faut que l'État aussi augmente donc ses fonds de dotation. Il faut qu'elles puissent bénéficier de la RSE. Parce qu'il y a des entreprises qui sont vraiment implantées dans les collectivités territoriales et qui n'appuient pas la collectivité. Et ça ne leur permet pas donc d'appuyer le secteur de la santé. Donc il y a un BCI aussi décentralisé. Ils veulent qu'on revoie la nomenclature. Parce que des fois, ces collectivités veulent appuyer la couverture maladie universelle, mais ils n'ont pas cette marge de manœuvre. Parce que la nomenclature budgétaire, telle que c'est libellé, ne leur permet pas de faire ce genre de dépenses. Donc d'où l'importance vraiment de réfléchir sur des réformes qui permettent aux collectivités territoriales donc de financer. Ils sont vraiment très engagés parce que le ministère de la Santé a signé une convention avec l'Union des associations des élus locaux. Et tout ça pour leur permettre de mieux financer la santé. De la même manière aussi par rapport à la RSE, nous avons une alliance au secteur privé de la santé. Dans cette alliance, nous avons le secteur privé de santé et le secteur privé non santé. Et lors de ce forum aussi, ce secteur privé, santé et non-santé, avait pris l'engagement pour dire que nous pouvons mettre 400 milliards sur 4 ans, donc sous forme d'offres spontanées. Donc si on révise la fiscalité, leur condition c'était la révision de la fiscalité. Ça veut dire que ces entreprises peuvent faire quelque chose. C'est au ministère maintenant de faire la coordination. Il y en a qui font des actions santé de part et d'autre. Mais il n'y a pas une coordination. C'est cette coordination-là qu'on doit régler pour vraiment le bénéfice du secteur de la santé. Voilà, docteur, vous sur le terrain, vous sentez l'engagement des collectivités locales et les limites de leur engagement, si je peux me permettre la répétition. Oui. Non, je pense que sur le terrain, les collectivités locales, les collectivités territoriales sont bien engagées. Là, je pense que maintenant, comme les collectivités territoriales ne sont pas au même niveau, donc là, peut-être si on prend l'exemple de Dakar, Dakar vraiment, on voit que les collectivités territoriales investissent beaucoup dans le domaine de la santé. Il y a même des centres de santé, des hôpitaux, ou bien des postes de santé même qui ont des services de spécialité. Donc là, je pense que vraiment, les collectivités territoriales contribuent énormément par rapport à la politique de santé. Alors, M. Kanouté, comment est-ce que ces collectivités territoriales peuvent développer de nouvelles stratégies pour créer de nouvelles richesses ou bien capter des sources de financement? Les collectivités territoriales expriment aussi leurs difficultés et leurs problèmes. Quand vous leur parlez, d'abord, on se rend compte que les collectivités territoriales dépendent principalement du fonds de dotation ou des autres fonds qui viennent du niveau central. Mais ce fonds peut prendre jusqu'à 1 an de retard avant que ça ne soit mis en place. Et donc, les collectivités territoriales sont là en train d'attendre ces ressources. Les collectivités territoriales dépendent aussi généralement du carnet d'adresses et de l'entregent du maire. Souvent, l'expertise en interne n'est pas là pour les aider à pouvoir mobiliser des ressources. Les collectivités territoriales peuvent compter sur les ARD, les agences régionales de développement, qui peuvent être le bras technique qui peut les aider à combler le gap en capacité qu'il y a dans ces... Mais alors, quand on prend tous ces éléments et qu'on regarde les capacités internes, qu'on regarde la possibilité pour eux, le conseil ou la recommandation, c'est de dire il faut que les collectivités territoriales diversifient leurs sources de financement. Non pas à attendre juste les fonds de dotation et les autres fonds qui viennent du niveau central. Le niveau central doit veiller à ce que ces ressources viennent aussi. Parce que les collectivités ont raison. Vous ne pouvez pas leur dire c'est une compétence transférée sans leur transférer des ressources adéquates pour faire face à cela. Absolument. Je pense que l'émission est pratiquement finie. Vous avez quelque chose à ajouter?
peut-être ajouter que, même par rapport aux collectivités territoriales, rappelez tout juste que depuis 2018, maintenant, il y avait une nouvelle réforme qui a vraiment un décret qui a abrogé le décret sur les comités de santé et qui a mis en place les comités de développement sanitaire. Au sein de cet organe, là, le maire occupe une place importante parce qu'il y a 3 organes. Le conseil de direction qui est présidé par le maire et aussi l'Assemblée générale qui est présidée par le maire. Là, pour montrer que vraiment c'était pour mieux articuler la politique de santé par rapport à la politique, par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. Maintenant, peut-être revenir par rapport à la relance des soins de santé primaire. Actuellement, l'approche, c'est la politique dans toutes les santé. Donc, pour dire que la santé, la prise en charge des soins de santé doit être multisectorielle. Ce n'est pas uniquement le secteur de la santé, mais aussi tous les autres secteurs doivent intégrer la santé dans leur politique. Donc c'est vraiment la nouvelle approche. Et là, je pense que pour relancer les soins de santé primaire, on doit aller vraiment renforcer la multisectorialité, mais aussi le partenariat. Sans oublier aussi la recherche et l'innovation. Là aussi, je peux citer l'exemple de la digitalisation. Là, je pense que ce sont les orientations des plus hautes autorités. Vraiment, c'est de tendre vers la digitalisation intégrale du système de santé. Voilà, merci Dr Lom, merci Madame Diao, merci Monsieur Kanouté, merci chers téléspectateurs. Bonne suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir. Avec notre système de santé. Je pense qu'on a fait le tour.